Bienvenue dans Sérieland, épisode 4, grand entretien avec Jean-Xavier de Lestrade. Une nuit de janvier 2011, Laetitia Perret disparaît. La jeune femme a 18 ans, elle vient d'être enlevée par Tony Meillon, un récidiviste. On retrouvera le corps de Laetitia, démembré quelques jours plus tard. Le fait divers fait la une des médias et se transforme vite en affaire d'État. Le débat sur la récidive et les dysfonctionnements de la justice prennent le pas sur l'émotion. On en oublierait presque la victime et sa famille, à commencer par sa sœur jumelle, Jessica. 5 ans plus tard, l'écrivain Yvan Jablonka publie un livre-enquête sur le meurtre de Laetitia. Il y raconte la vie de cette jeune femme, pleine de vie et prise de liberté, et dont l'existence a été marquée par la violence des hommes. Les mots d'Yvan Jablonka sont devenus une série en 6 épisodes grâce au réalisateur Jean-Xavier de Lestrade, série diffusée les 21 et 28 septembre sur France 2. J'ai découvert le travail de Jean-Xavier de Lestrade en 2002 avec un documentaire intitulé « Un coupable idéal » qui lui permet alors de remporter un Oscar. Les questions de la violence dans la société sont au cœur de son travail en tant que réalisateur de documentaires et de fiction. Sa mini-série 3 fois Manon, diffusée alors sur Arte, récompensée dans les plus grands festivals, évoque le quotidien d'une jeune femme de 15 ans dans un centre éducatif fermé. Avec lui, nous avons parlé de Laetitia, évidemment, mais aussi de Manon, mais aussi de son travail de réalisateur et de justice. Mais pour commencer, j'avais très envie qu'il vous décrive la première scène de sa série. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais c'est très très bien. C'est très très bien d'ouvrir avec ce tube de Zaz, qui était un tube en 2010, l'été 2010, l'été où ça allait plutôt bien pour Jessica et Laetitia. A priori, de ce qu'on pouvait voir de l'extérieur, ça allait plutôt bien. Et c'est vrai que pour moi, c'était très important de montrer aussi que ces jeunes filles, ensemble, pouvaient avoir des moments de joie intense, comme toutes les adolescentes ou les jeunes femmes. Et elles adoraient la musique. Laetitia adorait la musique, elle adorait chanter, elle adorait faire du karaoké, elle avait beaucoup d'amis féminins, masculins, et c'est quelqu'un qui était, c'est ça que je voulais vraiment montrer, c'est quelqu'un qui était avant tout dans la vie et qui avait en elle une force de vie, un appétit pour la vie et voilà. Et à travers la musique, à travers son interprétation de cette chanson, c'est un moment qui, je pense, dans la série, qui nous fait du bien. Jean-Xavier de Lestrade, pour commencer, pourriez-vous me décrire la première scène de la série Laetitia que vous réalisez et qui est diffusée sur France 2 les 21 et 28 septembre? La première scène, c'est une scène un peu mystérieuse, un peu énigmatique, et ça a été vraiment voulu comme ça. C'est la nuit. La nuit, on entend le bruit d'un scooter qui arrive sur une petite route. Le scooter s'approche, quelqu'un en descend pour ouvrir un portail et lève son casque. Et on voit que c'est une très jeune fille qui doit avoir 17-18 ans. Juste avant d'ouvrir le portail de la maison dans laquelle elle va entrer, elle enlève son maquillage. On sent elle épie un petit peu, comme si elle craignait quelque chose. Et c'est le cœur de la nuit, il a l'air d'être assez tard. Et elle finit par rentrer dans la maison. Elle pense tout est éteint, elle pense qu'il n'y a personne. Elle va dans la cuisine, elle prend un verre d'eau, et au moment où elle commence à boire, la lumière s'allume. Il y a une voix masculine derrière elle qui l'interrompt, et sur un ton extrêmement autoritaire, tout en chuchotant, il lui dit Tu étais où? T'as vu l'heure? T'étais où? Cette scène, c'est la retranscription de celle écrite par Yvan Jablonka dans son livre Laetitia ou la fin des hommes, un livre qui revient sur l'enlèvement et le meurtre de Laetitia Perret en 2011, à côté de Pornic.
Est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous étiez quand vous découvrez et lisez ce livre de Yvan Jablonka? Oui, il se trouve que quand j'ai lu le livre, j'étais en train de faire le montage de Manon 20 ans. Donc Une autre de vos fictions voilà, qui avait été une diffusée sur fiction Arte. qui est diffusée par Arte, qui parle aussi de la révolte d'une jeune femme, d'une jeune fille qui veut trouver sa place dans la société. Et plus j'avançais dans Laetitia, et je me disais, mais c'est incroyable. En fait, Laetitia est une version tragique de Manon. C'est quand les choses tournent encore moins bien que dans Manon. Et j'étais vraiment happé et profondément fasciné par le personnage, et tout en étant passionné par l'enquête qu'avait fait Yvan Jablonka et par la qualité littéraire du livre. Et c'est à ce moment-là où, en fait, il y a une productrice que je connaissais bien, pardon, qui s'appelle Judith Louis, qui m'a appelé et qui m'a dit, en fait, je viens de terminer ce livre, j'aimerais qu'il soit adapté et que tu sois la personne qui l'adapte, qui le réalise. Et en fait, ma première réaction a été de dire non, surtout pas. En fait, surtout pas. Je pense qu'il ne faut pas le faire parce que déjà, c'est une histoire vraie, c'est une histoire très proche de nous, c'est une histoire très, très dure. Et je pense que le livre de Yvan Jablonka a tellement de qualité que je n'imagine pas comment on pourrait faire une représentation qui soit sincère, surtout qui rende justice en fait au vrai personnage. Et donc voilà. Mais il se trouve que j'ai terminé le livre, et les personnages, le personnage de Laetitia, le personnage de Jessica, n'ont cessé finalement de me hanter, de grandir en moi, de vivre en moi. Et je me suis dit, en fait, il faut relever ce défi. En fait, il faut donner la possibilité aussi à un très grand nombre de gens d'avoir accès à cette histoire. Et parce que tout le monde la connaît, mais en fait, personne ne la connaît. Laetitia et Jessica sont sœurs jumelles. Vous avez un point commun avec elles parce que vous avez aussi un frère jumeau. Oui. Est-ce que ça a joué dans votre décision, dans votre prise de décision d'accepter de faire cette adaptation? Oui, parce que de ce que je comprenais de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles avaient vécu, toutes les deux, en tant que deux sœurs jumelles, il y a beaucoup de choses qui faisaient écho en moi dans la relation que j'avais vécue enfant avec mon frère, où il y a entre elles, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement les gens pensent qu'on est frères jumeaux, sœurs jumeaux, jumelles, on est très très proches, on forme presque une forme de couple et qu'on se raconte tout. Or, non, on ne se raconte pas tout, du tout, presque au contraire. C'est-à-dire qu'il y a une telle proximité de l'intimité, on se connaît tellement bien que finalement, il y a une immense pudeur. Et dans le couple de Jessica et Laetitia, il y a une immense pudeur. Il y a des lieux où on ne va pas ensemble. Et c'est ces lieux-là aussi qui m'intéressaient d'explorer et de comprendre pourquoi finalement ce que vit Laetitia, ce que vivait Jessica avec Gilles Patron, finalement, elles Le n'en ont père jamais, adoptif. le père adoptif, elles n'en ont jamais parlé ensemble et comprendre ça. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de Laetitia parce que oui, écoutez, ça marche aussi, même sans les images. Écoutez. T'as vu l'heure? T'étais où? Je suis l'adjudant-chef Touchet, division crime violent de la section de recherche d'Angers. C'est moi maintenant qui vais coordonner l'enquête sur le terrain. Laetitia, Oui, allez. elle est trop bien cette fille. Elle a toujours le sourire, elle aime les gens, tout le monde l'aime. Mais dans ce genre de situation, il faut aller extrêmement vite, c'est important. Elle a jamais fait de fugue. Elle a une vraie famille ici. Elle est heureuse. J'ai plus trop envie d'y être là-bas. Dès que je peux, je me casse. On va reconstituer la journée de Laetitia en détail. Surtout, on va essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de risques ce jour-là.
tests ADN montrent que les parties du corps appartiennent bien à Laetitia. Ah, il vous manque des morceaux, hein, dépêchez-vous. À ce rythme-là, il va plus en rester. C'est la première fois dans ma carrière que je vois un truc pareil. Comment ça se fait qu'une ordure pareille était en liberté? Je vous rappelle que la justice ne se fait pas avec l'opinion publique, et encore moins sous influence du pouvoir politique. Pas des magiciens. Nous sommes magistrats, pas des magiciens. Pour qui tu prends cette violence? Jean-Xavier de Lestrade, vous avez rencontré Jessica, la sœur de Laetitia, avant de vous lancer dans ce projet? Oui, oui, évidemment. Ça me paraissait d'une immense évidence. Absolument pouvoir la rencontrer, lui parler du projet et l'amener à accepter que je puisse parler d'elle et de sa sœur. Sans son accord, ça m'aurait été moralement, éthiquement impossible de tourner cette histoire. Quelle est la première image que vous avez d'elle? Oh, j'ai une Quand vous image, la rencontrez? on l'a rencontré, je l'ai rencontré avec Antoine Lacomblèze, le scénariste avec qui j'ai travaillé. Nous l'avons rencontré tous les deux, mais on l'avait rencontré dans le cabinet de son avocate. D'abord, elle voulait être dans un lieu un peu public, un peu neutre, on va dire. Et la première image, c'est l'image de quelqu'un qui se tient extrêmement droit, qui dégage une force dans le regard qui semble dire vous n'avez pas intérêt à me raconter des mensonges ou de tricher avec moi parce que ce que j'ai vécu mérite la vérité. Et c'est ça qui était immédiatement extrêmement fort, extrêmement puissant. Je veux dire, c'est vrai, on lui doit absolument la vérité et la franchise. Yvan Jablonka raconte avoir été extrêmement stressé, anxieux à l'idée de cette première rencontre, puisque lui aussi a rencontré Jessica. Est-ce que vous avez eu le même stress? Pas vraiment le même stress. Il y avait surtout une très grande curiosité et envie de la rencontrer, de partager des choses avec elle. Et en même temps, c'était plutôt une forme d'angoisse aussi de savoir si on arriverait à pouvoir trouver les mots pour lui expliquer notre démarche, ou la démarche de transformer le livre d'Yvan Jablonka en série pour la télévision qui serait vue par des millions de téléspectateurs. Et ça, il est évident que pour elle, c'est une violence. C'est une violence que d'accepter ça. C'est une violence que d'accepter le fait d'être représentée et que son histoire devienne, même si elle est très publique, à nouveau extrêmement médiatisée et publique. Mais est-ce que ça vous a fait reculer parfois? Est-ce que vous vous êtes dit, par cette violence que je vais encore lui imposer, il vaut mieux ne pas le faire? Il y a eu des doutes. Oui, il y a eu des doutes. Il y a des doutes la formule consacrée, on ne va pas ajouter de la tragédie à la tragédie. Et c'est vrai qu'il y a eu un souci tout le long du processus créatif de prendre soin de Jessica et de Laetitia aussi. Tout en se disant, prendre soin d'elle, c'est prendre constamment en compte leur point de vue, ce qu'elles ont vécu, la manière dont elles l'ont vécu, et en même temps ne rien cacher. C'est la vérité. Prendre soin d'elles, c'est aussi un devoir de vérité envers elles. Donc, ne pas cacher des choses qui peuvent aussi les déranger. Et donc, il y avait ce souci-là constant, permanent, et en même temps de ne pas mettre Jessica et sa famille à l'écart de ce que nous faisions, du processus créatif, Donc, qu'ils soient associés. Donc ils ont été associés tout au long du tournage Oui, à votre travail? tout au long de la préparation, oui, en de tout la cas? préparation. En tout cas, ils ont été au courant. Ils ont lu les scénarios avant que ça soit tourné. La famille, La famille D'accord. et surtout l'oncle et la tante, Delphine et Stéphane, qui sont très très proches, qui étaient très proches de Laetitia, de Jessica, qui sont restés extrêmement proches de Jessica, qui restent aujourd'hui les figures presque les plus solides dans leur propre famille.
Et donc, ils ont vu les épisodes avant que quiconque d'autre puisse les voir, avant que et donc, voilà, on leur devait ce minimum de respect. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu la série? Bah, ils ont été profondément bouleversés. euh, et à dire vrai, à la fin du 6e épisode, je leur ai montré dans une salle de mixage. Donc, c'est une grande salle avec un grand écran, du bon son. C'est une mini salle de cinéma. Et on était dans le noir. Et à la fin du 6e épisode, donc, on est resté, à la fin du générique, on est resté dans le noir. Je les entendais presque, enfin, dans un état d'émotion extrême. Et on est resté comme ça dans le noir pendant plus de 3-4 minutes, le temps que presque qu'ils se récupèrent. Mais surtout, la parole finalement qui a été la plus forte, c'est de dire, je crois que c'est Stéphane, l'oncle de Jessica et Laetitia, qui m'a dit, au fond, cette histoire, tout ce que vous racontez, tout ça, moi, je le sais, je l'ai vécu, je ne découvre rien au niveau de l'information, je ne découvre rien. Mais à regarder votre série, à regarder les films, en fait, j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai l'impression d'avoir mieux compris. Je l'ai vécu, mais pourtant, là, j'ai l'impression d'avoir mieux compris ce que nous avions vécu et pourquoi nous l'avions vécu. Je pense aussi parce qu'on ressent ça aussi en tant que spectateur extérieur à tout ça, parce que vous mettez beaucoup d'empathie, de bienveillance à la description de vos personnages. On sent que vous les aimez, ces deux filles, ces deux jumelles, Jessica et Laetitia, et notamment Laetitia. J'aimerais qu'on écoute un extrait pour comprendre dans quel état d'esprit Laetitia, elle est le jour du drame. Dès que je peux, je me casse. Sérieuse? Ah ouais? Ah ouais? Je te jure. Je sais pas, c'est trop bien quand tu te dis ça y est, c'est ma vie. Elle commence. Elle est à toi. Tu veux sortir, tu sors. T'as rien à expliquer. Et puis, t'es tout seul chez toi. T'as personne pour te regarder si tu te mets les doigts dans le nez. Ouais. Et tu manges de la crotte après. Ah! C'est dégueu. Tu te couches quand tu veux. Tu mates ce que tu veux à la télé. La belle vie, non? Comment vous écrivez une telle scène, Jean-Xavier de Lestrade? Comment vous choisissez ces mots en particulier? C'est une scène emblématique pour moi parce qu'effectivement, c'est typiquement une jeune fille qui est en train de devenir une jeune femme, qui va prendre son élan, qui va prendre son autonomie, elle est dans les rêves. Elle est dans les rêves qu'on a tous à cet âge-là. Et c'était la continuité, vraiment la continuité du personnage de Manon. Avec Antoine Lacomblèze, on trouvait des similitudes. Et presque Manon aurait pu dire ces mots-là. Et on voulait absolument poser dans le premier épisode cette forme de légèreté de l'adolescence. Encore une fois, elle est avec un garçon, ils sont en train de gentiment se regarder, se jauger, et c'est léger, on se raconte des bêtises. Et en même temps, on sent chez elle une vraie détermination, quelque chose qui est très fort, ancré en elle, qui est cette volonté d'autonomie, de prendre enfin son élan et de vivre par elle-même pour la première fois de sa vie. Et c'est ça qui était aussi très important et je trouve qui est très émouvant au fond, dans ce personnage. Et qui tranche avec la violence de certaines scènes, dont deux, à la fois le viol de la maman de Jessica et de Laetitia par son mari, et puis celle du viol de Laetitia. On va juste écouter un extrait, en l'occurrence, de la scène entre le père et la mère. Franck, je t'ai dit non. J'ai le droit de encore marier, non? Tu fais quoi, là? Arrête de bouger. Arrête de bouger. Arrête de bouger, je t'ai dit. Arrête de bouger, je t'ai dit. Sylvie, arrête, là! À quoi tu joues, hein? C'est quoi que tu cherches, là? Qu'est-ce que tu cherches, là? Qu'est-ce que tu cherches, là? C'est ça? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux?
Comment vous les avez conçues, ces scènes ? Est-ce que ce sont les scènes les plus difficiles à écrire et à tourner ? À écrire, pas forcément, parce que finalement, dans le scénario, il y a 4 lignes de dialogue et 2 phrases. Et on ne veut pas effrayer non plus le diffuseur, les lecteurs autour. On préfère garder la surprise pour après quand on visionne le film. Non, c'est un travail avec les comédiens, vraiment. Et encore une fois, avec ce point de vue qui était, là, l'extrait commence très bien. C'est Franck, je t'ai dit non. Et lui qui dit, mais on est encore mariés. Donc voilà, c'est 2 points de vue qui s'opposent très fort, mais elle qui dit non. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'était très important qu'on sente qu'il y a un refus et que cette femme qui va être victime, en fait, elle résiste de manière très forte. Et voilà, il ne faut pas non plus ellipser la violence de ce type de scène. Et voilà, c'est un travail après qui se fait avec les comédiens, jusqu'où ils acceptent d'aller et jusqu'où, qu'est-ce qu'on peut montrer, jusqu'où on peut le montrer. Et ça, c'est toujours très, très, très délicat à juger sur un plateau au moment où on le fabrique. Tout l'enjeu de la série est de montrer à quel point la courte vie de Laetitia, 18 ans, a été marquée par la violence des hommes, à commencer par celle de son père biologique. Papa ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Quand c'est qu'on voit maman ? C'est quoi cette question-là ? Hein ? C'est quoi cette putain de question-là ? Hein ? Tu vois pas comment elle est tarée, ta putain de mère, là ? Hein ? Elle me fait chier à longueur de journée ! Putain, mais je comprends pas ! J'en fais pas assez, moi ! Hein ? Donc maintenant, c'est fini. Vous me parlez plus de cette putain de salope de merde. On la reverra plus jamais, c'est clair, ça ? Hein ? T'as compris, toi aussi, Laetitia ? Plus jamais vous me parlez d'elle. C'est compris ? Putain ! Est-ce que c'est une scène que Jessica vous a racontée ? C'est une scène que... Je réfléchis... Qui nous l'a... J'essaie de me souvenir, pour être très précis avec vous. Jessica nous a raconté la scène qui est une des scènes précédentes où elle a vu sa sœur suspendue par le balcon, par son propre père, sur le balcon, avec les hurlements partout de sa mère, de chien. Ça, c'est une scène que Jessica m'a vraiment raconté. Celle-ci, pour être très franche avec vous, j'ai un petit doute sur la source, mais si, de toute façon, si. Pardon, ouais, si, c'est elle qui nous l'a raconté. Ouais. Oui. Disons qu'elle nous a raconté le climat plus que la scène elle-même. Jessica nous a raconté le climat dans lequel elle a vécu avec elle et Laetitia ont vécu avec leur père pendant que lui était censé s'occuper d'elle et que leur mère faisait des séjours plus ou moins fréquents dans les hôpitaux psychiatriques, conséquence de la violence qu'elle avait subie. Et donc, dans les 2 extraits qu'on vient d'entendre, on a quand même 2 types de violences subies. Une violence subie qui est un viol conjugal, donc une violence subie par la mère. Et là, les 2 petites filles, elles sont victimes de la violence de leur père, une violence verbale, et une violence aussi qui dénigre leur propre mère. Donc, à plusieurs titres, il y a quand même une violence en tant que femme, que petite fille, qui est multiple. Je voudrais justement qu'on enchaîne avec un autre extrait que je voudrais vous faire écouter, que j'aime particulièrement. C'est le gendarme touché qui mène l'enquête et il parle avec Jessica et voilà ce qu'il lui dit. C'est pas seulement une question de hasard, de chance ou de malchance, un drame comme celui-là. Il y a des raisons à ça, mais qui viennent souvent de très très loin. Du passé qu'on a eu, la famille, puis de secrets, quelquefois, dont on ne sait pas quoi faire. La place qu'on nous a laissée aussi. Voilà, c'est pour ça que je t'embête autant avec mes questions.
C'est la notion de résilience qui vous intéresse avant tout, Jean-Xavier de Lestrade? C'est d'abord l'idée que si on regarde la vie de Laetitia, enfin si on regarde le fait divers, ce qu'on en a entendu, on voit une tragédie immense et surtout on voit le corps d'une jeune fille dépecée. C'est un crime d'une violence inouïe, insupportable. Et ce que l'on ressent, c'est à la fois un immense gâchis et surtout un grand chaos, une forme d'absurdité totale. Or, le crime tel qu'il est, il est insupportable, mais il n'est pas absurde. Il vient de quelque part. Et ce que le premier but était tout de même de donner un sens au parcours des jeunes filles, de Laetitia et de Jessica, et d'essayer de comprendre les racines de la violence. Comment on termine de cette manière-là? Voilà, pourquoi Jessica ne résiste pas plus à Gilles Patron dans la famille d'accueil, et à cette vulnérabilité-là? Pourquoi Laetitia, un après-midi, va suivre Tony Meillon, cette vulnérabilité-là? Ces deux vulnérabilités ne viennent pas de l'instant, de maintenant. Elles viennent d'un parcours de vie de la petite enfance. Et c'est ça qui me semblait extrêmement important de décrire et donc de donner du sens à cette vie. Et donc, vous parliez de résilience, oui, parce qu'il y a chez elle une force inouïe de vie. On l'a vu, Laetitia, elle était au bord de réussir, de prendre son élan, d'avoir une vie d'adulte. Elle avait des projets, donc elle commençait à déployer ses ailes. Et Jessica, même si c'était plus compliqué pour elle, malgré tout, à un moment donné, on voit qu'elle prend aussi son indépendance dans la série, vers la fin, et qu'elle prend la parole et elle s'oppose et elle va devenir autonome. J'aimerais finir avec un extrait de la fin de la série. C'est un très très beau moment qui est marqué par les mots des amies de Jessica. Elles sont dans un champ qui domine la ville. On est à la fin de journée, on sent le vent, une sorte de liberté qui souffle, et ces phrases. C'est comme si on te vidait à l'intérieur. Il te reste plus que les blessures. T'as plus ton corps, il est en vrac, il est explosé quoi. Et à chaque fois qu'il te regarde avec son regard pourri, c'est ce qu'il fait. Il te prend ta vie. Est-ce que ça résume assez bien la série ? C'est une partie de la série, oui, ça la résume assez bien. Une partie de la série avec son regard pourri, qui la prend ta vie, oui. Oui, c'est ça. C'est le regard des hommes sur le regard de certains hommes sur les femmes. Oui, c'est ça qui est terrifiant. Mais il y a aussi quand même un élan de vie, un élan de résistance, un élan qui fait que c'est pas une fatalité. C'est ça aussi que j'ai envie quand même de dire. Il n'y a pas de fatalité et que à plusieurs moments, finalement, avec un peu d'attention autour, on aurait pu, enfin, Laetitia et Jessica auraient pu avoir un autre destin. Dans le prochain épisode de Sérieland, je vous propose de rêver un peu et de nous transformer en super-héros avec de super pouvoirs. Nos invités seront le journaliste conférencier Xavier Fournier et le youtubeur Captain Popcorn. Sérieland est un podcast d'Europe 1 Studio produit par une fée, Adèle Ponticelli, et réalisé par Christophe Pierrot et Xavier Joly, et préparé en coulisses et en plateau par Clémence Olivier. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite. Et surtout, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours de vos séries préférées. Partagez avec nous votre enthousiasme. Attention, dans Sérieland, il y a une seule règle, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.